Très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous, avec pour cette keynote Axel Daucher. Et je suis moi-même Axel Robaudière. Donc quand un Axel rencontre un autre Axel, il va se passer ce qui va se passer dans les quelques minutes qu'on va passer avec vous. Donc le thème de cette keynote, c'est retisser les liens après le Covid pour reconstruire. Donc écoute Axel, je suis très heureux de t'accueillir pour parler de ce thème. Est-ce qu'en introduction, tu peux nous dire quelques mots au sujet de Make.org, dont tu es le fondateur? Quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos actions? Et j'ai oublié de dire que tu es ici quand même un petit peu chez toi, puisque tu as créé la première édition de Vivatech il y a maintenant 5 ans. 5 ans. Donc peut-être un petit point sur Make.org pour démarrer, Axel. Merci Axel, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Make.org, en fait, notre métier, c'est de faire de la collaboration massive. En fait, on est capable de faire collaborer des dizaines de millions de personnes avec des parties prenantes pour, sur un enjeu, arriver à des projets concrets. Et ce système-là, on l'utilise pour accompagner les États dans la démocratie participative, parce que c'est ça le sujet, c'est la conduite participative de l'action publique, pour transformer les entreprises, et puis dans un cas particulier qui sont des grandes coalitions d'intérêt général, qu'on appelle des grandes causes, où là, sur un sujet comme les violences faites aux femmes, on va faire collaborer 60 associations, 5 grandes entreprises et 500 000 citoyens. Et en un an, on va sortir une dizaine d'actions clés qui vont être décisives à l'échelle nationale. Et ensuite, ces actions, on les met en œuvre jusqu'à ce qu'on ait un impact concret. Et on a des impacts extrêmement concrets. Par exemple, on a réussi à concevoir et mettre en place la formation de 40 000 fonctionnaires de police à l'accueil des femmes victimes. Jusque-là, l'État en formait 1000 par an. Voilà, c'est un exemple. On a 50 actions sur tous les champs de la société. Donc c'est un de nos métiers. D'accord. Alors, comme tu l'as dit, les grandes causes, elles font aujourd'hui consensus, mais pas que dans le domaine de l'environnement, dans la société, les faits de société, comme on dit. Les objectifs des parties prenantes sont parfois contradictoires. Donc, comment est-ce que vous arrivez à créer finalement un consensus à partir de ces, je dirais, visions contradictoires, sans pour autant, je dirais, arriver à un consensus mou? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à quand même faire passer les idées justes? Alors, on a une recette de cuisine très particulière qui est que quand on veut vraiment travailler sur une très grande organisation humaine, que ce soit un État ou une entreprise, pour la transformer, on va commencer par interroger très largement tout le monde. Donc là, cette fois-ci, plusieurs millions de personnes, et déterminer les consensus des citoyens, c'est-à-dire pas des parties prenantes, des citoyens. Et donc ça, c'est une partie seulement du problème, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur tout. En revanche, c'est une clé absolument fabuleuse comme clé pour faire collaborer les parties prenantes. Et donc, quand on fait ce système-là, on arrive à des parties prenantes, les experts, ceux qui savent, ceux qui mettent en œuvre, qui vont finalement se concentrer sur ces consensus et là-dessus, et utiliser leur savoir-faire sur le comment et non pas sur le quoi. En fait, c'est une dizaine d'évidences sur lesquelles le comment est le plus important que le quoi, puisque le quoi est évident. Et c'est ça notre recette qui change tout. On a une deuxième vision qui est qu'aujourd'hui, tout nous pousse à regarder les clivages. Médiatiquement, politiquement, ce qui est efficace, ce sont les clivages. Pour être élu, il faut jouer les clivages. Or, sur tout problème de société, il y a des parts sur lesquelles on est d'accord. Donc on a une philosophie un peu indépendante qui est de dire la priorité dans une organisation humaine, c'est de prioriser sur les consensus, d'avancer là où on est d'accord avant d'essayer de se mettre d'accord là où on n'est pas d'accord. Parce que fondamentalement, c'est un processus permanent qui permet de réengager et réconcilier tout le monde, que ce soit sur la démocratie ou que ce soit dans une entreprise. Est-ce que tu peux nous citer le cas d'une idée forte que vous avez récemment à travers, on arrive à l'échéance de quelques plans d'impact que vous avez pu réaliser, quelques idées fortes qui aujourd'hui, soit que vous poussez, soit qui ont déjà été poussées dans le... Je vais continuer sur les violences faites aux femmes. Ouais. Sur les violences faites aux femmes, une idée qui est sortie de la partie consultative sur 400 000 Français, ça a été comment de s'attaquer à la sortie du déni
des femmes qui sont victimes de violences conjugales. C'était les 2 ou 3 ans où on se dit « ce qui m'arrive, c'est de ma faute, c'est normal, je ne suis pas vraiment en situation de violence, etc. » Ensuite, on a bossé avec toutes les associations et on a inventé complètement from scratch, on a inventé une appli qui s'appelle Mémo de vie, qui est une appli qui enregistre les violences que vous subissez. C'est une sorte de mémo ultra sécurisé qui vous permet de commencer à enregistrer jour après jour votre humeur, ce qui s'est passé, des photos, des éléments de voix, de mettre vos documents sécurisés là-dessus. Tout ça sort du téléphone, inaccessible à votre compagnon. Ça fait gagner jusqu'à 2 ans dans le temps de sortie du déni et ça facilite la mise en œuvre après d'une procédure judiciaire, le cas échéant. Cette application a été entièrement développée, hébergée par France Victimes, distribué par toutes les associations et Darmanin, enfin le ministre Darmanin et le ministre Dupond-Moretti ont tous les deux choisi comme étant l'appli qui allait être distribuée par tous les magistrats et tous les policiers. Et enfin, Dupond-Moretti a mis en place le système pour que l'élément constitutif de Mémo de vie soit un début de preuve dans l'analyse d'un dossier. Donc voilà, on a vraiment changé de A à Z le système à partir d'une idée citoyenne au départ. Donc, je comprends que Make.org, c'est la société civile, les grands sujets de société. Aujourd'hui, ces sujets de société s'invitent au sein des entreprises et les entreprises, à leur tour, s'engagent autour de ces grands sujets de société. Alors, chez KPMG, on a une fondation depuis une dizaine d'années. Bouchra, tu en es la présidente. On s'engage très fortement autour du sujet de l'éducation dans les quartiers, en particulier, entre autres. Qu'est-ce qui, selon toi, pousse les entreprises à s'engager sur ces sujets de société? C'est un effet de mode ou c'est un effet durable? Alors moi, pas du tout. Je pense qu'il y a eu différentes phases. Il y a eu ce qu'on appelait la RSE comportementale. Je suis une entreprise qui se comporte bien. Ensuite, on est passé dans une RSE contributive, il y a 5-6 ans à peu près, qui est je dois avoir une externalité concrète dans la société que je peux mesurer et qui est tangible. Et là, on est passé dans un nouvel enjeu qui est une contribution sociétale n'a de sens que si elle engage l'écosystème de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu auquel sont confrontées les entreprises, c'est comment, autour d'une vocation sociétale assumée, je vais avoir 20, 30, 40, 70% de mes collaborateurs impliqués d'une manière ou d'une autre. Je vais avoir mes clients qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Et c'est finalement mon écosystème que je mets au service d'une cause qui me dépasse et non pas une entreprise, personne morale, qui crée une externalité positive. Et c'est ça le basculement qu'on voit. Et si les entreprises le font, elles le font parce que parfois, on a des dirigeants qui ont envie de le faire, mais elles le font parce que c'est devenu une nécessité. En fait, une entreprise qui ne crée pas son ancrage sociétal est beaucoup moins résiliente et ballottée par un nouveau concurrent, ballottée par un changement de marché, ballottée par une crise Covid. Toutes les entreprises qui ont justifié leur existence économique par un ancrage sociétal se sont assurées une résilience dans la durée. Alors, tu parlais pour l'entreprise des clients, les collaborateurs. J'ai l'impression que depuis quelques années, on est passé du client first au je dirais, collaborateur first. Est-ce que c'est là aussi une tendance durable et comment est-ce que les outils que vous développez chez Make.org peuvent contribuer à mettre en avant cette énergie qui réside dans les collaborateurs de l'entreprise et qui ensuite font son succès auprès des clients, pour le coup? J'adore cette question, parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on essaye de faire. Ça fait 20 ans que les entreprises passent de transformation et que les très grosses boîtes, finalement, leur transformation, elle est latérale. J'achète des boîtes, je fais de l'open innovation, etc. Et le corps du mammouth, finalement, les grosses boîtes, il y en a beaucoup qui se sont résignés là-dessus. Donc tout le monde cherche de la collaboration. Et généralement, c'est à petite échelle. On fait des groupes de travail, on avance, etc. Nous, ce qu'on est capable de faire en appliquant les solutions de la démocratie participative, c'est de créer des grands mouvements d'engagement collectif autour d'enjeux internes avec les collaborateurs. On est capable, par exemple, de co-construire, co-mettre en œuvre et co-évaluer la raison d'être d'une entreprise, sa stratégie, son organisation, avec 100 000 collaborateurs et 3 millions de clients. Et ces grandes dynamiques-là, elles changent la donne du rapport des gens avec l'entreprise, parce que ce n'est pas seulement de l'intelligence qu'on va chercher, c'est de l'appropriation. Et donc je crois que le futur de la transformation de l'entreprise, ce n'est pas de penser une transformation et ensuite son appropriation, c'est de co-construire pour créer une prophétie autoréalisatrice où finalement le mouvement qu'on engage, il embarque tout le monde avec lui.
Mais pour ça, il faut des dirigeants qui sont prêts à abandonner quelque part ce modèle vertical qui était le modèle habituel. On commence par, dans un petit entre-soi, définir une raison d'être et puis essayer par cercle concentrique d'inviter le maximum je dirais, de managers, de collaborateurs à venir adopter cette raison d'être, l'incarner, la mettre en pratique. Là, tu parles vraiment d'une approche, on parle du bas, bottom-up, comme disent les Anglais. Mais ça veut dire que ça nécessite de la part culturellement du top management de l'entreprise un shift, un mouvement. Comment tu fais pour l'accompagner, ce mouvement? Alors, la première chose, c'est que là, tous les grands dirigeants, on constate que leur organisation verticale ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on prend n'importe quelle boîte ici, décision prise en COMEX, on descend de 4 niveaux de hiérarchie, plus de décision. Et donc ça, c'est le COMEX a une bande passante terrible, le dirigeant a des idées toutes les 5 minutes, et puis on lui dit non, mais on n'a pas le temps, il faut faire autre chose. Bref, on a une sorte de masse qui arrive plus à se mobiliser. Donc les chakras s'ouvrent beaucoup tout en haut, beaucoup plus d'ailleurs tout en haut que nécessairement dans la structure. Et nous, notre sujet, c'est pas de remplacer ça par une logique de bottom-up. C'est de trouver le point de jonction entre des évidences qui remontent et des choix stratégiques qui descendent. Parce que dans la rencontre, dans l'intersection entre les deux, vous avez les 5, 6, 7 axes de transformation qui vont effectivement être portés par tous et qui vont effectivement avoir une transformation d'ordre 1 sur l'organisation. Donc c'est vraiment ça notre vision, c'est de trouver, quand je parlais tout à fait au début, de faire collaborer 10 millions de personnes avec des parties prenantes, ce dont je parle, c'est de trouver les points communs entre 10 millions de personnes et la hiérarchie, qui est en l'occurrence la partie prenante, de façon à trouver des axes communs de transformation inclusive. C'est ça qu'on essaye de faire, et je pense que notre manière d'aborder les choses est en fait la première étape, une première pierre, je dirais, sur une nouvelle réinvention du mode d'organisation humaine. Aujourd'hui, les grandes organisations humaines, que ce soit la démocratie ou les entreprises, ne fonctionnent plus. Et voilà, on est une petite brique dans cette révolution-là. Donc, vous êtes une sorte d'intermédiateur entre ces deux mondes. Comment est-ce que tu caractériserais aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui peut être un champ assez vaste, qui est un des thèmes que nous abordons dans notre boucle de tendances cette année pour Vivatech. Comment tu le décrirais, les différents acteurs de cette économie de la collaboration? Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu 3 étapes. Il y a eu l'économie collaborative, les pure players de l'économie collaborative. Donc là, on a les Blablacar, etc., etc. Il y a eu cette étape dans laquelle on est, qui est incroyable, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 10 ans, quand on présentait une entreprise, on disait son BP, son chiffre d'affaires, puis il y avait une slide, on ne savait pas où la mettre, c'était les partenaires stratégiques. Il y avait une slide de partenaires stratégiques qu'on mettait dans le coin. Aujourd'hui, quand on présente une entreprise, on commence par ça. L'entreprise est un nœud d'un écosystème plus large, et c'est ça qui va créer de l'énergie. Et pour moi, la première étape de la collaboration après les Blablacar, c'est la mise en écosystème collaboratif de chacune des entreprises, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec des tiers. Et ça, c'est une évolution assez structurelle qui touche absolument tout le monde. Et la nouvelle économie collaborative que je pressens, mais peut-être que j'ai un petit syndrome de Stockholm, c'est la mise en collaboration de ces écosystèmes B2B avec une résonance client, une résonance collaborateur auprès des différents partenaires qui en sont. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer des lignes de force au sein, et ça, c'est vraiment la collaboration massive. Et le lien, du coup, avec la société civile? En fait, le lien avec la société civile, c'est que quand vous pensez votre entreprise comme étant une clé d'un écosystème plus large, incluant collaborateurs et clients, vous avez non seulement amélioré votre action business, votre métier, vous allez également améliorer votre capacité d'aligner le business par rapport à des parties prenantes externes que sont les clients, que sont la société, que sont les collaborateurs. Donc c'est un réalignement, finalement, de la vocation business et de la vocation sociétale de chacune des entreprises. Alors, on parle aussi un petit peu d'abus dans ces économies de plateforme, ces économies peut-être de la collaboration. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Quel est ton regard sur ces grandes plateformes et peut-être les abus qu'on a pu observer ces dernières années? Je pense qu'il y a un sujet fondamental, il se résume à un mot, c'est le mot rente. Être en écosystème ne veut pas dire avoir structuré des rentes.
Quand finalement des logiques comme ça créent des rentes qui sont absolument non justifiables d'un point de vue valeur, là on a un système qui devient contre-productif globalement pour l'économie, pour le capitalisme, pour tout ce qu'on veut. Et donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on est capable de regarder le droit à la concurrence, non pas en termes d'une entreprise sur un marché référent, qui est le schéma actuel depuis toujours des autorités de régulation de la concurrence, mais de le regarder en termes d'écosystème. Et cette mutation qui peut permettre une fluidité, c'est celle qui permettra à terme demain, mais j'espère pas trop tard, d'avoir une logique d'écosystème sans qu'elle soit capturée sous forme de rente. Alors, c'est peut-être l'occasion de prendre quelques questions, si tu avec me le plaisir, permets, hein, et de demander peut-être à ceux qui sont ici de réagir peut-être aux propos que tu as tenus. Je vois que Jean-David brûle de poser une question. Bonjour Axel, avec un S. Sur le chemin de l'impact pour les entreprises, on va vers des business models où en fait on veut rapprocher le secteur amont, par exemple la filière agricole, avec les clients, comme tu le dis. Est-ce que toi, tu as un exemple concret en fait, où vous avez utilisé make.org pour rapprocher en fait, le consommateur final avec des personnes de la chaîne amont sur une filière qui n'étaient pas du tout en contact et qui permet en fait, d'avoir une proposition de valeur client qui est beaucoup plus forte, qui engage beaucoup plus les personnes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai l'exemple magique. J'en ai deux sur l'alimentation, qui est une de nos grandes causes, qui s'appelle « Comment permettre à chacun de mieux manger en France ». On a eu 500 000 personnes qui se sont collaborées et on a vraiment toute la food economy, toutes les associations. Et dessus, on a deux choses qu'on a faites qui ressemblent à ça. Premièrement, on a identifié le besoin d'une plateforme B2B de vente locale des agriculteurs. Il y a plein de systèmes, des maps pour vendre en B2C, mais sur la vente B2B au Leclerc du coin, au Sodexo du coin, à la mairie du coin, à la cantine du coin, il n'y avait rien qu'à organiser et tout était organisé sur le distributeur centrique. Et donc on a fait le tour du marché, on a identifié une plateforme qui s'appelle Via Terroir et cette plateforme, elle est agriculteur centrique. Et c'est eux qui postent leur offre et qui se développent. Et on est en train, cette boîte-là, de la déployer nationalement et donc de changer radicalement l'économie en fait, locale, puisqu'on est capable de monter à 40% les ventes locales des agriculteurs qui jouent dans cette catégorie. Donc c'est un changement radical de résilience, d'environnement, de tout ça. Deuxième, et elle tombe très bien parce que c'est vendredi, demain, samedi, dimanche, on a créé de toutes pièces les journées nationales de l'agriculture, qui étaient un besoin de réconciliation absolument gigantesque entre le grand public et les agriculteurs en sortie de agri-bashing, etc. On a plus de 1500 fermes dans toute la France qui sont ouvertes à partir de demain, qui vont accueillir du grand public pour vendre leurs produits, visiter la ferme, comprendre les enjeux des agriculteurs. Donc c'est une opération plus de sensibilisation. On s'est inspiré des journées du patrimoine et on les a dupliquées en journée nationale agricole. Donc à partir de demain, vous allez à la ferme, vous allez cueillir, vous allez tapoter le cul des vaches et je pense que globalement c'est une forme de réintermédiation. Je ne pense pas que ce soit magique par rapport à ta question, mais c'est une direction. Très bien. Merci Axel pour avoir répondu à cette question inattendue de Jean-David. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent nous interroger. Bonjour. Donc, moi, j'aimerais savoir comment vous matérialisez la contribution des entreprises dans votre dispositif et surtout, d'après ce que vous constatez, quelles sont leurs motivations vraiment pour s'engager à vos côtés? J'adore aussi cette question. Donc, il y a en fait les entreprises qui basculent dans une logique collective, parce qu'en fait, elles le font pour théoriquement 3 raisons, qui sont RSE, un peu stratégique, un peu com, je les mets ensemble, et puis engagement collaborateur. Et je mettrai l'engagement collaborateur vraiment en top. C'est comment faire que l'action sociale d'une entreprise soit un sujet de machine à café. On a pas mal de grandes boîtes qui en sont à 2, voire à 3 grandes causes. Kering a pris 3 grandes causes. Ce sont des sujets de machine à café où les gens parlent de ça, partagés, même s'ils ne sont passés pas beaucoup de temps chacun.
Donc ça, je dirais, c'est l'engagement collaborateur qui est le fait marquant du déclenchement. Le deuxième, c'est quand le CEO, qui va être très impliqué dans le déploiement du système, va comprendre une posture assez moderne. Je vais prendre l'exemple de Dominique Schelcher de Système U, pour reprendre l'alimentation, qui arrive après Papin, qui a porté les visions du bien manger, etc. Et qui dit, moi, mon sujet, c'est, ça fait 10 ans qu'on est sur le mieux manger pour tous. Ça fait 10 ans. Tout seul, on ne va pas réussir. Donc, je décide de mettre, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mon écosystème au service d'une cause qui nous dépasse. Et le jour où on dit ça, ce qui est un peu l'anti-Carrefour, quelque part, Carrefour qui dit, moi, je vais tout régler. Le jour où on dit ça, on a un niveau d'engagement possible sur ses collaborateurs et ses clients. 35 000 clients Système U ont participé. C'était présent dans toute la France, qui est démultiplié, parce qu'on peut dire, on a besoin de vous. Tout seul, on arrivera à se donner des objectifs qui sont à l'échelle du pays et pas à notre échelle. Donc, je crois, d'un point de vue presque psychanalytique, c'est ce basculement-là et cette posture un peu humble de l'entreprise par rapport au sujet qui est déterminante. Et quand je parle d'engagement collaborateur, il y a un engagement à différents niveaux. Il y en a qui vont, allez, 70% qui vont participer à la consultation, ça leur prend 5 minutes, ils vont être au courant, ils peuvent en parler à la machine à café. Après, j'en ai certains qui vont rentrer en collaboration avec les associations. Et puis ensuite, j'ai des grands programmes de mécénat de compétences, où là, du coup, ils s'impliquent sur les actions, mais ils s'impliquent vraiment dans la durée. C'est absolument impressionnant. Ils s'impliquent dans les actions, ils se les approprient, ils les ancrent dans l'entreprise. Donc, on a finalement un programme de 3 ans qui est j'ai horreur de ce mot-là, mais j'en ai pas d'autre, une sorte de story proving de la réalité de l'engagement collectif de l'entreprise sur ces sujets-là. Et à la fin, avec des résultats qui sont très différenciant de ce qu'on fait d'habitude, parce que quand on a 60 assos qui bossent ensemble sur le sujet mémo de vie que j'évoquais tout à l'heure, eh ben c'est sûr qu'il sort quelque chose qui va avoir un impact qui sera beaucoup plus fort que si on l'avait travaillé dans un coin. Donc il y a cet impact résultant est quand même la clé de voûte de l'ensemble, mais ce n'est pas le déclencheur. Donc, merci Axel. Donc si je comprends bien quand même, cette économie de la collaboration, c'est une sorte d'économie de la multiplication, multiplier les parties prenantes, les personnes qui vont contribuer, collaborer, mais c'est aussi une économie de l'accélération, puisque à plusieurs, on va aller plus vite, plus loin, pour résoudre des problèmes de société. Est-ce qu'il y a, comme ça, dans ta tête, encore un sujet qui est en train de, peut-être en avant-première, de germer, sur lequel tu aimerais lancer une consultation, lancer cette demande de contribution large des citoyens. Bon, voilà, alors, si c'est trop top secret. Non, il y en a une qu'on a commencé à annoncer. On va relancer sur les violences faites aux femmes un sujet autour de comment lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes, de façon à élargir plus largement. Mais celle dont j'ai envie de parler, c'est pas celle-là. C'est une qui est en cours en ce moment, qui a été un cas de conscience interne dans l'entreprise très fort, qui est une consultation qu'on fait sur la laïcité. Il y a un sujet explosif en France qu'on fait dans le cadre des États généraux de la laïcité, donc pour le ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a une sorte en interne de se dire, mais pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on est dans notre rôle, dans notre éthique, etc. Et en fait, on a décidé d'y aller. On a décidé d'y aller avec un pari dingue, qui est de dire, parce que là, le sujet, il est très explosif. On est capable, en un mois, de sortir 10 sujets sur la laïcité, sur lesquels tous les Français sont d'accord. Et ce truc, j'adore cette idée, et je pense qu'on va y arriver, parce qu'elle résume ce qu'on peut apporter cette démarche autour des consensus. Si en France, on était capable demain de partager... Je vous liste les 10 sujets et je parie que tout le monde est d'accord avec les 10 sujets. Tout le monde ne se dit pas, eh bien, on a réinventé un truc dingue, mais au moins, il y a 10 sujets sur lesquels on peut avancer. Bon, ben ça, appliqué à l'entreprise, appliqué à la société, je pense que ça change la donne. Peut-être qu'on a une chance de sauver notre démocratie qui est plutôt mal en point. Et je pense que ce sujet servira aussi à l'entreprise, où ce sujet s'invite également. Voilà, on arrive au terme. Tu avais une question? Excuse-moi. Merci, bonjour Victorien Defosse. Ma question c'était par rapport au fait que ces modèles justement apportent des résultats intéressants. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui majoritairement toutes les entreprises à utiliser ce genre de dispositif justement pour amener ce genre de résultats? Alors en fait, beaucoup d'entreprises ne franchissent pas le cap de penser en coalition. C'est-à-dire que la duplication du mode hiérarchique
sur ces sujets-là mène à qu'est-ce qu'on fait de bien, comment on le dit différemment de nos concurrents et qu'est-ce qu'on dit spécifiquement sur le sujet. Et bien, ils disent, ouais, on va bien le faire. Hein. On va bien le faire parce qu'on est quand même authentique dans notre démarche, donc on va essayer de bien le faire. Et il y a ce basculement-là qui est de dire, si on joue en meute, on va plus loin. Qui est vraiment le basculement. Là, je vous dis comme si c'était facile. C'est pas facile d'aller chercher les entreprises quand même. Il faut quand même y aller avec les dents. Je sens que c'est de plus en plus facile, mais encore, faut convaincre. Faut convaincre le fait que l'importance n'est pas la taille du logo, même si c'est un débat légitime de l'entreprise dans le dispositif. L'important, c'est quasiment quel pourcentage de collaborateurs sont au courant, ont fait un petit pas et combien ont été jusqu'à faire du mécénat. Si on arrive à avoir ce critère-là, le reste est complètement subsidiaire. Maintenant, pour en arriver là, c'est un phénomène de décision interne qui peut être un peu compliqué. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, peut-être. Moi, j'ai une dernière question. Effectivement, vous avez beaucoup parlé de l'engagement des entreprises de plus en plus important au sein de la société. Est-ce que c'est la vocation même de l'entreprise, en fait? La première fois que j'ai lancé mon projet, j'ai été voir Stéphane Richard. Puis je te raconte, au début, c'était pas très clair et tout. Et il me dit un truc, il me dit « Ah, mais je comprends très bien ton truc, là. Hein. Bah, c'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Quand on va s'implanter en Côte d'Ivoire, bah, on fait des écoles, on construit des infrastructures, on achète notre droit à être un opérateur économique. » Et donc ce phénomène-là, il est devenu, j'enlève la logique de vertu, de morale, j'enlève tout ça. Je dis aujourd'hui, dans un monde qui bouge tout le temps, où on sent que les majorités bougent tout le temps, que le contexte bouge tout le temps, il y a des virus, il y a tout ça, aujourd'hui, les entreprises, vues des actionnaires, hein, au sens vraiment purement capitalistique, ont une nécessité d'ancrer leur existence dans la preuve de leur contribution sociétale. Carrefour. Est-ce que Carrefour, aujourd'hui, devrait exister d'un point de vue purement capitalistique dans 5 ans? On peut se poser la question. Je ne fais pas de psycho sur Carrefour, hein, je peux en prendre un autre. Mais on peut se poser la question de Carrefour. En revanche, est-ce que Carrefour peut rester inaudible sur « OK », par rapport, on va prendre Intermarché. Hein, OK, sur les centres-villes, on a été destructeur des centres-villes, mais par rapport à du tout digital monopolisé par Amazon, on a un truc à dire, nous. On a un truc à faire. Ben, c'est obligatoire, c'est ça le rôle de Carrefour. Et son rôle justifie son existence, et son existence permet ses profits et sa durabilité. Donc je pense vraiment qu'il y a un alignement des planètes sur cette vision-là. Très bien, bah écoute, je pense que tu as dit le mot de la fin. Il y a, je l'espère, un vrai alignement en tous les cas entre la société civile, les entreprises, pour pouvoir justifier de notre existence à tous et de notre rôle pour construire un monde meilleur. Donc merci de cette intervention. Merci Axel. Écoute, et puis à la prochaine. À très vite.